François les carnets. Alors, si j'ai un nouveau micro, le petit Hewitt, là, c'est pour s'en servir. Et waouh, tu vois, ça redonne une pêche comme ça. Alors, vous savez que là, sur Tiers Livre en ce moment, ça fait 2 mois, il y a un cycle d'ateliers d'écriture hebdo. C'est-à-dire, je mets une proposition chaque dimanche. Et le thème qu'on avait pris, c'est la question du geste. Le geste, non pas pour aller décrypter des trucs comme ça, mais en tant qu'interaction entre le corps et le monde. C'est-à-dire déborder soi comme sujet, et qu'est-ce qui se passe là dans... Et évidemment, pour moi, tout à l'origine de ce cycle, il y a ce livre de Wilhelm Flusser qui s'appelle précisément « Les gestes ». Et le paradoxe, la colère, en gros même, c'est que ce livre que je considère comme tellement essentiel, Flusser est mort en 1990, on ne le trouve nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part, impossible. Et alors, est-ce qu'on manque de Flusser? Non, là, en français, on a quand même un bon petit paquet. Le plus récent, c'est Wilhelm Flusser Post-Histoire, mais c'était là tout un travail de typographie, d'invention typo, là, qui est par Anthony Mazur, principalement, qui démultiplie l'intérêt du texte. Il y a évidemment le classique, pour une philosophie de la photographie. Bon, là, c'est le plus connu. Il y en a un, essai sur la nature et la culture. Alors, imaginez un titre pire que ça. Qui aurait envie de lire un livre dont le titre s'appelle « Essai sur la nature et la culture » ? Franchement, oui, mais si vous prenez la table des matières, j'espère qu'il y en a une, chapitre 1, chemin, chapitre 2, vallée, chapitre 3, oiseaux, au pluriel, chapitre 4, pluie, chapitre 5, cèdre dans le parc. J'en ai lu des extraits, je crois, autrefois en vidéo. Puis gazon, puis doigt. Tiens, faut que je le relise. Montagne, faux printemps, merveille, bourgeon. Et le dernier texte, brouillard. Donc, vous voyez une espèce d'anthropologie, là encore, du rapport de l'individu à son contexte. Tiens, j'en ai même 2 exemplaires. La civilisation des médias, bon, bah ça évidemment, dans le monde du design, il y a le livre aussi de Flusser sur le design, c'est ce qui a débordé en fait, et ce qui a, par les sciences humaines, établi au moins sa survie. Regardez celui-ci, alors là, pareil, la édition Jacqueline Chambon, Rayon Philo, je trouve pas que la couve soit des plus magnifiques, et puis de toute façon, ça date de quand 1993, copyright Chambon, 1996. Et en même temps, chose et non-chose, esquisse phénoménologique, traduit de l'allemand par Jean Mouchard. Mais c'est là où il y a ces textes qui sont aussi tellement emblématiques sur le jeu des échecs. Les bâtons. Vous écririez, vous, un texte sur les bâtons, l'idée de la non-chose 1, la non-chose 2, et ensuite ces 23 pages sur le lit. Oui, vous avez bien lu. Ou les atlas, mon atlas à 139 à 145, tapis, roue, pot, soupe et cuillère à soupe. Et là, pour moi, on est comme dans le geste, une espèce de sommet de Flusser. Alors, il en reste un aussi, Does Writing Have a Future? Alors, celui-ci, on le trouve partout en anglais, puis dans tous les sites pirates. Alors, le mien, voilà, il commence à être un peu cradigo. Simplement, c'est un livre que Flusser a d'abord écrit en allemand. Die Schrift hat Schreiben Zukunft. L'écriture a-t-elle un avenir? Et je réponds là aussi parce qu'il y a plusieurs flussériens qui passeront. Il est prévu qu'avec JBE, je ne sais même plus comment on prononce, JBA Books, ce qui s'appelait autrefois Jean Boîte Édition, David Desrimet, eh ben, on a signé pour une traduction, elle est toujours à moitié faite. Et, en gros, c'est hyper gratifiant de traduire chaque début. En gros, c'est tout ce qui concerne l'écriture. L'imprimerie, oui. La boutique où on achète les accessoires d'écriture, oui. Le rapport du lire-écrire, oui. C'est fascinant, cette
composition, là, de décomposition de l'écriture, alors même que, par exemple, là maintenant, tu veux traduire un truc, où est la gare, Chuck, et puis tu es au Japon, puis tu parles là, puis lui te le répète en japonais, t'écris plus. Et cette question même, là, en plus démultipliée avec intelligence artificielle, c'est un livre qui est considérable. C'est pas pour dire le futur du livre. Non, c'est dire on n'a plus besoin de graver pour écrire. Le Graphein, là, cette étymologie. C'est un livre hyper excitant. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai traduit. J'y suis arrivé tous les débuts de chapitre, et il y a un moment où, à la fin de chaque chapitre, tu arrives sur des problèmes d'interprétation philosophique, paradoxe d'Occam. Et où là, tu te retrouves directement chez Kant, Hegel, etc. Et là, j'ai une instance où je suis obligé d'aller dans l'allemand, parce que même si les deux éditions, c'est-à-dire l'édition anglaise, c'est pas simplement une traduction. La traductrice là, à Stanford a travaillé directement avec Flusser, donc a réécrit, augmenté directement en anglais. Oui, mais disons qu'ils ont un peu contourné de l'anglais depuis le texte allemand, et ça pour moi c'est un super étonnement, c'est-à-dire à un moment donné le français et l'anglais par rapport à l'allemand se comportent différemment, donc j'y arriverai à finir mon Flusser, mais tu vois, il y a tellement de chantiers ouverts là, mais enfin ce Does Writing Have a Future, évidemment c'est un truc presque ultime, presque posthume. Alors les gestes. Alors c'est une suite de conférences écrites sur 20 ans. C'est la période où Flusser avait une maison dans les Bouches-du-Rhône, à Pertuis. C'est le Bouches-du-Rhône ou c'est le Vaucluse ? Non, Pertuis, c'est la frontière, mais c'est déjà le Vaucluse. En tout cas, Flusser habitait en France, et vous savez alors Flusser, au début, né à Prague, avec le nazisme, s'en vont, là, justement, je crois qu'il est né en 1921, c'est l'âge de mon père, ils partent avec ses parents, c'est une suite d'exil qui sera infinie toute sa vie, mais c'est ce qui va le conduire, en gros, à écrire dans la langue du pays où il réside. S'il est en Angleterre ou aux USA, il écrit en anglais. S'il est au Brésil, où il va résider aussi beaucoup, longtemps, il écrira en langue brésilienne. Et s'il est en France, à Pertuis, il écrit directement en français. Ce qui fait qu'ensuite, il reprend même ses ouvrages. Si vous allez sur les plateformes pirates, allez-y. Essai dans lequel on trouve on trouve photographie, on trouve essai sur la nature et la culture, ça c'est facile à trouver, mais gestes, non, enfin moi je vais le scanner, mais j'ai peur de flinguer, c'est le seul exemplaire que j'ai, je vais vous en parler, mais Gestures, c'est-à-dire la version anglaise des gestes de Flusser, qu'on trouve aisément là, sur toutes nos plateformes d'échange illégal, c'est pas une traduction, c'est Flusser qui fait plusieurs versions, plusieurs langues de son livre, en portugais et en allemand. Et ça aussi, c'est une sacrée spécificité. Vous connaissez sa fin, j'en ai déjà parlé, il a 70 ans, justement, depuis Pertuis, l'idée c'est d'aller retrouver Prague, de revenir là, dans ce lieu-là du premier arrachement, et quand il arrive en voiture, ils se prennent un camion dans la figure, et Flusser meurt à 70 ans, en plein travail, là, mais sur le lieu même où il s'agissait de revenir à l'enfance. Alors geste, combien de conférences là-dedans qui sont rassemblées? Alors ça s'écrit donc sur une vingtaine d'années, je ne sais même pas, oui, il doit y avoir quand même une table des matières, allez, en tête, tiens, bravo. Le geste de se raser, le geste d'écrire, le geste de parler, le geste de détruire, le geste de fumer la pipe, le geste de chercher, le geste de photographie, le geste du retournement des masques, le geste filmique, le geste de l'amour, le geste de planter, le geste avec vidéo, le geste de téléphone, le geste de faire,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 textes indépendants, tous partant de l'idée du geste. On va explorer. Alors, la première édition, celle-ci, elle était faite par l'école d'art dans laquelle je travaillais à Cergy, par le directeur de l'époque. Et bizarrement, dans le sous-sol, c'est l'école de Cergy, elle est sur une dalle. En dessous de la dalle, c'est des parkings et une zone de ce parking souterrain est vouée là aux archives. Et ben là, il y a une suite de cartons. C'est le stock inutilisé de gestes de Flusseur. Alors quand j'y étais, merci à Antoine Idier, je crois que j'en ai eu 2, mais bon, j'en ai offert un. Ça ne manquait pas, quoi. Et plusieurs étudiants. Alors justement, c'était une espèce d'incitation aussi à lire. Quoi? Vous connaissez pas Geste? Débrouillez-vous à la cave. Essayez d'obtenir là, dans les cartons, des exemplaires de Geste. Ça devenait une course au trésor. Et comme ça, on a contribué à diffuser un petit peu Flusseur. Et ça a été repris aux éditions Aldante. Alors Aldante, grand respect, super catalogue, grand courage d'édition, ne serait-ce que Tarkos, mais il y en a tellement d'autres. Simplement, Aldante, ils ont fait au moins 3 faillites, et puis leur catalogue, tu laisses derrière. Ça fait que l'édition actuelle de Geste chez Aldante, tout à l'heure j'ai regardé, tu en trouves un exemplaire dans l'ensemble du marché de l'occasion, et évidemment, il est à 101, 80 €. Enfin, franchement, tu vas pas on en est là, alors que c'est un livre, pour moi, décisif. Flusseur, Simondon, ajoutons Judith Schlanger. Là, on a 3 basculements de paradigmes qui nous aident à penser notre présent différemment. Alors, revenons sur les gestes. Ouais, c'était Marc Partouche qui était à l'initiative de cette édition. Moi, dans mon cycle d'atelier d'écriture sur les gestes, bien sûr, c'est le geste d'écrire qui serait comme ça une sorte de but, de terminal. On va recroiser ça aussi avec un texte qui s'appelle Le geste d'écrire chez Michel Butor. Tiens donc, ça se croise. Il s'agit de mettre un matériau sur une surface, par exemple de la craie sur un tableau noir, pour construire des formes, par exemple des lettres. Donc, apparemment, d'un geste constructif, construction, jonction de diverses structures, par exemple craie, tableau noir, pour former une structure nouvelle, les lettres. La définition qui précède est une erreur. Écrire, ce n'est pas mettre du matériau sur une surface, mais gratter une surface. Le verbe grec « graphein » en est la preuve. Dans ce cas, l'apparence trompe. Écrire, c'est graver. Il y a quelques milliers d'années, on s'est mis à gratter les surfaces des briques mésopotamiennes avec des bâtons pointus, et c'est l'origine de l'écriture selon la tradition. C'était faire des trous, pénétrer la surface, et c'est toujours le cas. Écrire, c'est toujours faire des inscriptions. Il ne s'agit pas d'un geste constructif, mais d'un geste pénétrant. Et ensuite, 2, 4, 6, 8, puis 10 pages. Vous sauriez le reconstituer, ces 10 pages, à partir de ça? Bon, si vous êtes abonné à Tiers Livre, le scan, vous allez l'avoir. Mais le geste de parler, comment il ouvre ça? Les organes complexes dans et autour de la bouche, la langue, le palais, bougent afin de faire en sorte que l'air, dans un environnement donné, vibre selon un système codifié appelé langue. C'est le geste de parler. À ce propos, voici quelques questions. Les organes spécifiques de la bouche sont-ils utilisés pour parler comme on utilise des intestins pour digérer, ou sont-ils utilisés comme on utilise le stylo pour écrire? C'est-à-dire, se sont-ils développés au cours de l'évolution humaine en fonction du parler? La convention qui établit les langues est-elle fondée sur les organes de la bouche, ou au contraire, ces organes sont-ils des développements des conventions linguistiques successives? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pages. C'est de la disserte? C'est beaucoup plus que ça. Et là, on peut regarder par... Bon, fumer la pipe. Oui, mais c'est attendre, c'est prendre distance, c'est dilater le temps, c'est un geste qui compte et qui mesure, c'est cet éloignement, même si aujourd'hui, ouf, on croise un peu moins des fumeurs de pipe. Le geste de chercher.
évidemment, ce que tu cherches, tu l'as perdu, mais quelquefois, tu ne sais pas ce que tu cherches. Et chercher, c'est dans la tête, mais c'est dans une maison, c'est son chemin dans la ville. Comment ça se passe mentalement, l'organisation du chercher? Est-ce qu'on cherche de la même façon dans un livre imprimé avec la table des matières qu'un mot qu'on a sur le bout de la langue, et puis on va se souvenir de quoi? On va se souvenir de la suite des requêtes que je peux faire sur Google pour trouver ce que je cherche. Et on a là, tout d'un coup, là encore, un changement de paradigme. Et ce qui est fascinant, c'est que Flusser, qui écrit, non pas en amont de l'informatique, là, dans Die Schrift Does Writing Have a Future, on est vraiment dans... on chemine vers un texte à la fin qui s'appelle Coder. Donc, il écrit, mais en précurseur dans cette frontière. Bon, mais il y a Marshall McLuhan. J'ai appris récemment, on ne dit pas McLuhan, on dit McLuhan. Et lui, ça le fait rire, McLuhan, que les Français prononcent comme ça au lieu de dire McLuhan. Mais cette bascule, elle est, en tout cas, ils en sont contemporains. Idem avec Gunther Anders. Je reviens à le geste de détruire. Quand tu casses, c'est volontaire? Oui, c'est volontaire. Mais ce qui va résulter n'appartient pas à la première volonté initiale. Ah bon? Eh ben, le geste de détruire, le geste de chercher, et le geste de la photographie. Là, il va développer ça, c'est une permanence, c'est-à-dire dans son bouquin là, pour une philosophie de la photographie, qui se lit là, vraiment comme j'allais dire un polar, un thriller, c'est pas le cas, mais c'est quoi la question? C'est-à-dire que les appareils, les fabricants d'appareils photo, attendez, hop là, j'en sors un. Ici, évidemment, ils regardent l'utilisation artistique de la photo. Mais il y a les usages, les boutons, la façon dont tourner, appuyer, choisir, viser, cadrer, c'est en fonction de où en sont les repères dans l'époque concernant viser, cadrer, développer, extraire la pellicule, ou l'ergonomie des boutons, ou maintenant là, de nos menus ici, que s'organise l'appareil. Or, chaque grand photographe, tenez, quand on invente de faire le portrait à la main en mouvement, Moriyama ou même William Klein, ou ou la correction paramétrique là, du Leica avec ses angles, ou la composition de l'image entre Doisneau et Cartier-Bresson, c'est toujours nier l'organisation de l'appareil pour s'ériger là en contrepoids. Et ça, Flusser, quand il entre dans ce rapport-là, il parle aussi de ce qui est notre usage aujourd'hui de l'image, même lorsqu'il s'agit d'une image qui n'est pas photographique, qui est l'image technique. Ça vient d'où l'expression image technique? Ah ben ça vient de William Flusser. Quand on reproduit ou publie sur Facebook quelque chose qui a été fait avec ce machin-là. Mais mais tout d'un coup, vous apercevez que là, sur 14 textes, il y a un autre texte qui s'appelle le geste filmique et un autre texte qui s'appelle le geste de vidéo. Ah bon? Quand vous êtes avec votre truc, filmer, vidéo ou photo? Ah oui, si je suis photo, là j'ai 2 cartes SD, si je sais que si j'appuie sur ce bouton-là, ça va faire une photographie fixe et qu'elle s'enregistrera sur la carte numéro 2, tandis que si j'appuie sur ce bouton-là, ça va me le mettre en position vidéo et ça s'enregistrera sur la carte SD numéro 1. Bon, mais c'est pas ça la différence. C'est où je me positionne, combien de temps, comment je prépare, quel rapport à l'instant ou à la durée. Et entre film et vidéo, il y a une telle différence que ça, vous pensez?
peut regarder de près. Je laisse photographie. Voilà, le chapitre qui s'appelle « Le geste filmique ». D'ailleurs, c'est beau parce que dans l'édition Partouche, ils ont juste gardé ici le titre général, les gestes, et là, ils n'ont pas remis le geste filmique, ils ont juste dit « filmique ». Ça fait qu'ensuite, le geste de l'amour, le chapitre s'intitule juste, là, dans le haut de page, « l'amour ». Alors, le geste filmique. Attendez, j'ouvre. Pas le début, tiens. Ça s'ouvre au hasard, là, sur la 3e page. Le cinéma, caverne sans fenêtre, utérus archétypal, grotte platonicienne où on ne voit que des ombres. Voici quelques banalités, bien que le fait que Platon ait été le premier critique de cinéma ne soit pas toujours admis. Et il avance, dans un espace sombre et mystérieux, un espace cartésien, des chaises géométriquement disposées, arithmétiquement numéroté, dans lequel on observe des ombres gigantesques qui bougent sur un mur et parlent haut. Derrière le dos et au-dessus des têtes des adorateurs, il y a une machine qui projette ces dieux ombres sur les murs. On sent la présence de cette lanterne magique car on connaît ces miniatures en forme de diapositive et parce qu'elles ne fonctionnent pas toujours parfaitement. Donc ce qui distingue déjà le cinéma, c'est le lieu de la projection, c'est-à-dire l'aboutissement. Est-ce qu'il se contente de ça? Ce n'est pas un théâtre d'ombre chinoise. On se trouve dans le cinéma devant des phénomènes à 3 dimensions, les 2 dimensions de la surface et la dimension du développement du film, baignée par des vibrations émises par les haut-parleurs. Cette position ambiguë, être devant et dedans, est marquée par le terme audiovisuel, lui aussi ambigu, mais ce n'est pas l'ambiguïté de notre situation existentielle qui caractérise la nouveauté radicale du cinéma par rapport à d'autres médias théâtraux. Par exemple, la tragédie grecque, la messe catholique ou le discours démagogique. Tiens, donc, vous voyez les 3 niveaux d'association. Alors peut-être vous allez me dire, je ne vais pas continuer de regarder ta vidéo là pour les combien il me reste 6 minutes, parce que franchement là, si ça vous intéresse pas, ça n'a pas d'importance. Désolé là de vous avoir fait perdre les 10 premières minutes, mais si vous trouvez que c'est pas si banal que ça, eh ben, venez le télécharger ou lisez les bouquins de Flusser là, qui sont disponibles. Donc là, on était sur le film. Alors, vous croyez franchement que ça vaut le coup d'aller voir la différence avec la vidéo? Le geste avec vidéo. C'est-à-dire, c'est pas le geste filmique, c'est le geste avec. L'observation des gestes permet de lire la façon dont nous sommes dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait là, ensemble ? L'une des conséquences de cette hypothèse est que les modifications observables dans nos gestes rendent lisibles des modifications existentielles qui sont en train de nous transformer. Autre conséquence, si des gestes jamais observés auparavant apparaissent, il s'agit d'une clé pour déchiffrer une nouvelle forme d'existence. Ça s'applique aux réseaux sociaux aussi les Instagram par exemple. Le geste par lequel la vidéo est manipulée est déjà en partie la modification d'un geste traditionnel. L'observer est donc, selon l'hypothèse ici défendue, une méthode pour lire la crise existentielle que nous vivons. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui rend, pour moi, Flusser aussi nécessaire. Alors, le propos de la vidéo est de servir à la télévision. C'est avec ce projet que les maîtres des décisions l'ont fait produire. Elle est un outil qui permet d'enregistrer les programmes. Alors, évidemment, là, il parle de quoi? Il parle des VHS, des questions de bande, c'est-à-dire la bande magnétique qui s'ouvre à l'image. La bande vidéo est une mémoire. Si j'attrape ma réserve de disque dur de sauvegarde, est-ce que c'est différent ou pas? Au moins, on a un biais pour commencer d'y réfléchir. Elle emmagasine les scènes sur une surface linéaire. Elle a donc 3 dimensions, les 2 de la surface et la dimension du développement du ruban. Elle réduit, mais c'est pareil, sur la linéarité du disque dur, l'organisation de ses fichiers. Elle réduit l'espace-temps quadrimensionnel sur 3. En cela, elle est comparable à la sculpture, mais les 3 dimensions sur lesquelles les scènes sont réduites sont autres. Il y a encore une autre différence ontologique, celle-ci. La sculpture représente les scènes, la bande les reflète. Et hop, t'as l'impression d'avoir glissé les pieds là sur le trottoir? C'est pas si grave, c'est justement ce qu'on a besoin, non? Le moniteur est un miroir. Dit pas l'écran, dit le moniteur. C'était un tube à l'époque. Mais il y a des différences entre le moniteur et les miroirs classiques. Il est sonore. Il ne renverse pas les côtés gauche et droit, donc il devient dans ce sens l'exact contraire du miroir. Il ne reflète pas la lumière qui émane de la scène, mais il émet une lumière cathodique.
Il offre une vision radicalement différente de la vision du miroir classique, une vision révolutionnairement nouvelle, révolutionnaire, car elle renverse par sa sonorité, par son axe de réflexion et par sa lumière tous nos concepts traditionnels d'une réalité reflétée. Cela pose l'observateur du moniteur dans un espace pour lequel il ne dispose pas de coordonnées, il est désorienté. Et nous, on parle de quoi ? La vie écran. On parle d'ailleurs aussi maintenant de plus en plus, avec les modèles de réalité virtuelle, les petits trucs dans les lunettes, de cessation progressive des écrans. Mais comment commencer à penser tout ça ? Je laisse ce chapitre sur téléphone, sur ce geste, le geste de faire. Commence donc par faire. Et juste vous lire, pour finir, ce chapitre, alors écrit donc en français d'abord, mais dans cette période où Flusser vivait beaucoup au Brésil, et je crois que tout part là. Le chapitre s'appelle « Le geste du... » Alors, cette conférence, je suppose, puisque je vous répète, ça a été écrit sur 20 ans et rassemblé, mais comme une espèce d'obstination sur le même truc, le geste de retournement du masque et le carnaval de Rio de Janeiro est évidemment ce qui l'autorise là, ou lui donne le moyen, l'idée initiale pour écrire ça. Il y a toute une série de gestes avec les masques, la production des masques, le choix des masques disponibles, se masquer, porter un masque, démasquer soi-même et autrui, etc. Ces gestes méritent une étude approfondie car le masque est le rôle matérialisé que nous jouons par rapport aux autres. Et les autres sont nos miroirs par rapport à nous-mêmes. Mais il s'agit dans tous ces gestes d'un comportement traditionnel si on les compare avec le geste de retourner à un masque. On a souvent et profondément analysé ces gestes dans la tradition. Le geste de fabriquer les masques a été analysé par exemple par les philosophes du droit et par les mythologues, le geste de choisir un masque par les pédagogues, le geste de masquer par des psychologues, le geste de porter un masque par des sociologues, le geste de démasquer soi-même par des prêtres et le geste de démasquer les autres par les politologues. Ces interprétations accompagnent la mascarade de l'histoire comme une espèce de bal masqué de deuxième ordre, c'est-à-dire masqué en démythologisation. Mais le geste de retourner le masque pour le voir de l'autre côté fait l'objet d'une approche dans la littérature récente seulement. Et là, on l'analyse d'une façon indirecte, implicite, insatisfaisante, car il s'agit d'un geste qu'on n'a pas observé dans le passé. Apparemment, le point de vue qui permet de s'approcher du faux côté du masque n'était pas accessible dans le passé. Ce point de vue et cette approche caractérisent le présent et il se manifeste par le geste de retourner le masque. Le carnaval de Rio peut nous servir d'illustration. C'est un exemple intéressant pour de nombreux propos d'ailleurs. On observe tout type de gestes pendant le carnaval. Les gestes des participants, les gestes des observateurs critiques et les gestes des retourneurs de masques. Les participants portent des masques, dansent dans les rues et ils ont transformé la ville en masque. Les observateurs sont sur les tribunes, ils prennent note et ils attribueront des prix aux meilleurs masques. Les retourneurs de masques sont en vacances car les ministères de la communication, de la planification et du tourisme sont fermés pendant le carnaval. C'est pourquoi les retourneurs de masques peuvent eux aussi danser dans les rues s'ils ne sont pas dans les montagnes pour échapper à la foule. Le rapport entre les masqués et les observateurs a été le thème des analyses du passé. Il s'agit de la relation entre l'acteur et le public, entre l'action et la critique, et la pratique et la théorie, la polémique et la contemplation, en bref, de la relation dite historique. Le masqué danse en fonction de la tribune, et la tribune juge en fonction des masques. Le masqué est un prince, un indien ou un martien, en fonction du critique qui va lui attribuer un prix ou non. Il n'est pas, comme c'est le cas du danseur préhistorique, kangourou pour soi-même,
Mais le prix qui doit être attribué n'est pas néanmoins le but des gestes du masqué. La distance qui sépare le masqué du critique et donc du prince indien et martien pour soi-même au deuxième degré. Quant au critique sur la tribune, il sera constamment sollicité par le rythme de la danse et l'attraction des masques à descendre dans la rue et à participer au bal sous le masque de critique. C'est cela la dialectique complexe entre praxis et théorie dans le rapport historique, et ainsi de suite. Le tourneur de masque s'approche du masque du dehors. Comme il s'agit d'un geste nouveau, prenons un geste plus connu pour l'illustrer. Le tourneur de masque s'approche du masque comme la main s'approche du gant qu'elle veut retourner. Il le fait non pas pour entrer dans le gant, mais pour en voir le côté caché. On pourrait croire qu'il démasque le masque au sens théâtral et politique du terme. Aussi pourrait-on dire qu'il s'agit dans le geste de tourner le masque d'une action très efficace. Mais si je tire le masque, si je le tourne et si je regarde son côté intérieur, je ne vois ni les autres, ni comment les autres me voient. Je vois une surface grise, courbée, de manière complexe. Dans la troisième dimension, tous les aspects sociaux, politiques, esthétiques du masque se trouvent sur la surface extérieure que je ne vois pas. Leurs catégories ne sont donc plus applicables. Je les ai dépassées par mon geste. Vous voyez, juste entrer un petit peu dans le bal flusseur, dans la façon dont, quel que soit le lien à ce qui nous environne de façon simultanée, profuse, il arrive à démêler le complexe pour redonner l'arborescence de ces choses extrêmement simples, mais qui sont décisives parce qu'elles sont l'expérience d'une connaissance de nous-mêmes par, justement, la ressaisie réflexive de notre interaction avec le monde, y compris par les médiations techniques. Ça, c'est pour la miniature de la vidéo. Pourquoi je fais ça ? Bien sûr, pour vous inciter à aller vous balader chez Wilhelm Flusser, mais aussi pour cette espèce de rage dite haut et à part aller dans les caves de l'école d'art de Cergy pour récupérer dans les cartons avec l'humidité et tout ça, ce qui peut rester là du tirage de l'édition Partouche. Quand est-ce qu'on s'y colle à rééditer les gestes de Wilhelm Flusser ? Peut-être qu'on aura le soutien de la mairie de Pertuis d'ailleurs pour financer l'édition, puisque c'est écrit là-bas.